Les rideaux d'un majestueux lit à l'antique s'écartent comme au théâtre pour nous révéler la tragédie qui se déroule. Tapi sous les draperies virtuoses d'une antiquité en partie fantasmée, Séleucus, le roi de Syrie, est au chevet de son fils. Il est accablé par le chagrin et ses bras convergent vers le jeune prince qui agonise. Érasistrate, le médecin, saisit le pouls du malade et comprend le mal qui le frappe. Antiochus se meurt d'amour. Il meurt d'amour pour une jeune femme que son père vient d'épouser. Pensive et mystérieuse, isolée, presque inatteignable, presque irréelle, elle capte la lumière et irradie la pièce de sa seule présence comme si elle évoluait sur une scène. Pour la représenter, Ingres s'est inspiré de Stratonis, un opéra qu'il aimait jouer avec son célèbre violon et auquel elle a donné son nom. La bien-aimée est vêtue de superbes étoffes aux subtiles variations de tonalités claires et plutôt froides, de blanc, de parme, de gris, de bleu et de rose, qui s'accordent avec ses carnations et son visage diaphane, incarnation d'une beauté idéale. Ingres, qui était perfectionniste, ne cessa de reprendre sa composition, superposant plusieurs couches à certains endroits. Posées sur une matière encore grasse, les couches superficielles de peinture se sont parfois rétractées en séchant, créant un réseau de craquelures ouvertes, comme ici, où l'on distingue une couche sous-jacente bleu foncé. Pour honorer cette commande qui lui fut passée en 1834 par le fils aîné du roi Louis-Philippe, Ferdinand, duc d'Orléans et prince royal, il travailla à Rome, aidé de ses élèves pendant pas moins de 6 années. Dans cette composition très narrative, la mort et l'amour se côtoient. De façon très symbolique, ils se partagent l'espace de la toile, scandé par une colonne qui les sépare. Ingres, qui collectionnait les objets archéologiques, a créé ce décor extraordinaire dont on peut apercevoir le dessin préparatoire à certains endroits, en multipliant les références à l'Antiquité. Le lit monumental est un véritable temple antique aux colonnes ioniques et aux frontons composés de triglyphes et de métopes. Au fond, la statue d'Alexandre de Macédoine porte une inscription en caractères grecs, tracée au graphite avant d'être peint avec minutie. Quant aux peintures murales, elles retracent l'histoire d'Hercule et s'inspirent des décors pompéiens. En suivant le regard de Stratonis, on découvre même un sphinx, une allusion à l'histoire d'Œdipe qui était amoureux de sa mère et tua son père. Cette subtile mise en abîme n'est pas sans évoquer ce qui est en train de se jouer. D'un point de vue formel, elle illustre également le fait que c'est le peintre qui organise notre parcours visuel sur la toile. Ainsi, nous découvrons les comparses dans un second temps, dans l'ombre et sur les côtés. À gauche, un jeune esclave alimente un brasero, tandis qu'à droite, une servante, peut-être la vieille nourrice d'Antiochus, sanglote près d'une table couverte d'aiguières, de vases et de gobelets. Elle ne le sait pas encore, mais le drame qui se joue sous nos yeux aura finalement une issue heureuse, puisque le roi Séleucus finira par renoncer à son épouse pour la donner à son fils.